Fraternité FM. La Générale. La Générale. La Générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tout un chacun de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la Générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalo. Alors, quelles sont les grandes articulations de ce journal? Dans les titres de cette édition, le budget primitif de la commune de Parakou s'élève à un peu plus de 4 500 millions de francs CFA. Il a été voté par le conseil municipal au terme de la session budgétaire tenue du 29 au 31 octobre 2024. Les détails sur la répartition de ce budget à suivre avec le secrétaire exécutif de la mairie. Pendant ce temps, la 99.0 MHz, cette fréquence n'appartient plus à la radio privée non commerciale APM de Porto Novo. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a décidé de retirer sa fréquence ce jeudi 31 octobre à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au sein de l'institution. Les précisions sont à suivre. Et puis l'élection présidentielle aux États-Unis s'annonce serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. En attendant le verdict des urnes au soir du 5 novembre, la campagne électorale bat toujours son plein. Nous recevrons dans cette édition Rodriga Zinongbe qui est sur place aux États-Unis. Il nous parlera de l'ambiance. Vous suivrez bien d'autres informations, les nouvelles sportives. Et dans les dernières minutes, c'est la revue de presse nationale, mais avant, la page Afrique. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes jeudi 31 octobre de l'an 2024. Voici pour vous la Générale de l'information. La Générale. Geoffroy Toli assure la mise en onde de l'édition et pour démarrer, on parle de l'économie locale. En 2025, la ville de Parakou sera davantage électrifiée et sera dotée de nombreuses nouvelles infrastructures marchandes. Le budget sur lequel se fondent ces prévisions, j'y arrive, est adopté par le conseil municipal Karine Diegui. D'un montant de 4 95 297 395 francs, il a été voté par le conseil municipal au terme de la session budgétaire tenue les 29, 30 et 31 octobre 2024. Un budget en hausse de 5,66% par rapport à celui de l'année 2024 qui s'élève à 4 76 747 203 francs. Plus de détails sur ce budget avec le secrétaire exécutif de la mairie de Parakou, Yassit Legbede. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 95 297 385 francs CFA, dont 3 59 436 905 francs CFA au titre du fonctionnement et 1 179 694 458 francs CFA au titre des investissements. Il faut souligner que le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement est de 743 851 978 francs CFA. Comparé au budget primitif 2024, il en ressort une augmentation de 219 382 057 francs CFA, soit un taux de progression de 5,66%. Ce budget est destiné à la réalisation de plusieurs projets tels que la construction et la réhabilitation des infrastructures marchandes, l'installation des lampadaires solaires dans la commune de Parakou. Il permettra également la réalisation d'ouvrages en eau potable dans plusieurs communes et le reprofilage des rues très dégradées. On écoute pour plus de précisions le secrétaire exécutif de la mairie de Parakou. Ce budget permettra de financer les activités ci-après. Aménagement du bas-fond de Gounin pour employer davantage les jeunes pour une disponibilité totale des maraîchers dans la commune. Acquisition et installation de lampadaires solaires
dans la commune de Parakou en vue de renforcer l'éclairage public. Construction, réhabilitation des infrastructures marchandes au marché Arzeke, à Baguérou au marché de Pétou. Mise en œuvre de divers projets de cohésion sociale au niveau du premier arrondissement de la ville en vue de l'amélioration des conditions de vie des villes. Acquisition d'autoclaves électriques au profit des centres de santé de Mandina, de Pébié, de Banikani et de Zongo. Construction d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable dans diverses localités. Réhabilitation des forages équipés de pompes à motricité humaine en panne dans la commune. Entretien de l'éclairage. Entretien des forêts communales. Reprofilage et rechargement de rues très dégradées de la commune. Au cours de ce conclave, les élus municipaux ont aussi discuté et passé en revue les questions liées à l'activité de curage de caniveaux par la SGDS, l'occupation illégale des anciens logements sociaux de Bayero, l'éternel problème de chargement opaque. Suivez pour vous en convaincre les propos de Hyacinthe Elegbede, il est le secrétaire exécutif de la mairie de Parakou. Dernier point a consisté donc à procéder à la validation des rapports des commissions permanentes du Conseil municipal au titre du 3e trimestre de l'année 2024. Des questions diverses ont permis donc de passer en revue quelques spécificités, notamment le démarrage du curage des caniveaux par la SGDS à Parakou, le démarrage très imminent des activités du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires dans la ville de Parakou, la réfection de la toiture du marché Arzeke, dont les travaux sont déjà en cours, l'occupation illégale des anciens logements sociaux inachevés de Bayero. Le Conseil a recommandé la libération de ce domaine par les 10 occupants dans un délai d'1 semaine afin de préserver la sécurité des populations. Et enfin, la question du hors-parc dans la ville a été abordée. Vous venez d'écouter les propos du secrétaire exécutif de la mairie de Parakou, Hyacinthe Elegbede. Pendant ce temps, le secteur médiatique béninois est marqué par la signature de conventions entre 2 organes et la HAC, mais aussi le retrait de fréquences pour une station de radio. Justement, Karine Diagui, Bénin Diffusion SA, A+ Bénin, mais également Sakayerima FM formalise leur partenariat avec la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ces éditeurs viennent de signer ce jeudi matin leur convention avec l'institution de régulation des médias au Bénin. Ceci à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la HAC à Cotonou et présidée par Edouard Loco. Ces maisons de médias qui fonctionnaient sous un régime d'autorisation changent aussi de statut avec la signature de ces conventions. Ceci au grand bonheur de leurs représentants respectifs. Suivez pour confirmation Rémi Oké, représentant de Bénin Diffusion SA et porte-parole des éditeurs ayant signé leur convention. Cette cérémonie vraiment nous permet d'acter nos différentes actions. Aujourd'hui, Bénin Diffusion vraiment se voit maintenant dans son rôle de diffuseur, parce qu'il y a certains nombres d'actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention ne puisse être signée. Chose est faite aujourd'hui et nous vous remercions. Les éditeurs qui sont ici, je vous dis merci pour les diligences que vous avez faites. La convention a été vraiment signée et je demande à la HAC également pour les autres éditeurs de faire de la même pour que les éditeurs viennent nous voir pour signer la convention qu'ils doivent avoir avec Bénin Diffusion. Je demande votre accompagnement par rapport à ça. Merci à tout le monde, merci aux conseillers, que ce qui est mis dans la convention, nous allons tout faire pour respecter cela et ne pas subir les différentes sanctions qui sont mises dans cette convention. Le 4e éditeur qui est RFI n'a pas signé de convention et pour cause, la Radio France Internationale n'avait pas dans son dossier un visa du ministère de tutelle selon le président de la HAC. Un dysfonctionnement que le représentant de RFI, Jean-Marc, va s'engager à corriger dans les plus brefs délais. Il rassure tout de même que les relations entre son agence et la HAC sont au beau fixe. On l'écoute. Les relations sont excellentes, qu'il n'y a absolument aucun obstacle au renouvellement de cette convention.
nos relations sont très bonnes, tout va bien. On a été juste victime de ce qu'on appelle un contretemps administratif lié à une semaine de Toussaint à Paris où il nous a manqué une signature pour venir. Elle pouvait être prête pour lundi prochain, mais pas pour aujourd'hui. Mais il y a aucun problème. Voilà, donc ça sera fait dans les semaines qui viennent et toutes nos excuses effectivement pour ce contretemps administratif, bien indépendant de ma volonté. Si ça ne tenait qu'à moi, je signerais tout de suite. Il y a absolument aucun problème. Et effectivement, j'en profite, comme disait Monsieur le Président, pour vous inviter à venir samedi à la remise du prix des lauréats de la bourse Dupont-Verlon, 11e du nom, en hommage à nos confrères de RFI morts il y a 11 ans au Sahel, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est là à Cotonou. C'était il y a 8 ans, la fois précédente, en 2016. Et donc nous allons à nouveau, le jury se réunit demain et nous connaîtrons les noms des lauréats après-demain, un lauréat journaliste et un lauréat technicien. Et pendant ce temps, la radio privée non commerciale Radio École APM s'est vue retirer sa fréquence, comme l'annonçait Karine Diegui, décision prise par les conseillers de la RAC toujours au cours de la séance de ce jeudi. La décision lue par Roukia Toubio-Fayi, chargé de la commission des relations publiques et de la communication de l'institution de régulation des médias, ne précise cependant pas les motifs de ce retrait de fréquence. On l'écoute. La plénière, après avoir délibéré, décide. L'article 1er. L'autorisation d'exploitation de la fréquence 89,0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM à Porte-Nouveau est retirée. L'article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de la décision numéro 3-013 BARAC du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée. Elle prend effet pour compter de la date de signature. Elle sera notifiée à M. Souley M. Isiaka, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM et publiée au journal officiel. On va changer de chapitre. On parle d'éducation à présent. Les étudiants demandeurs de logement à l'université de Parakou ont commencé par rejoindre les cabines Karine Diegui. Ces derniers ont rejoint ces logements dans la matinée de ce jeudi 31 octobre comme prévu par les responsables en charge de leur gestion. L'annonce a été faite par Yakoubou Chabigoura, chef service affaires financières du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université de Parakou. À travers cette initiative, le COUSPE reste attaché à sa vision de faciliter les conditions d'études aux étudiants. Au-delà de cette activité phare, le COUSPE annonce l'ouverture très prochaine des restaurants pour l'alimentation. Tout est fin prêt et les restaurants vont ouvrir leurs portes le lundi 2 décembre prochain, annonce Yakoubou Chabigoura. On écoute le chef service affaires financières du COUSPE pour plus de précisions. Tel que prévu pour l'hébergement, donc ça aura bel et bien lieu le jeudi 31. Et je voudrais en même temps enchaîner avec la deuxième activité phare qui est la restauration, donc qui serait aussi effective le 2 décembre 2024. Et avec tout ce qui suit, pour vous dire que toutes les dispositions, tout ce qui est intrant, toutes les dispositions sont déjà prises en termes de vivres, c'est-à-dire en termes d'approvisionnement du magasin, donc tout est fin prêt. Nous sommes en train de progresser petitement, donc de bois de chauffe, on est passé à charbon et en ce moment, on est actuellement avec le gaz. Sur ce plan-là, revoir, améliorer les conditions de travail de nos bonnes dames qui sont là au niveau de la restauration. Tout ce qu'il faut. Au niveau de l'hébergement, tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Il y a quelques difficultés qu'on avait connues avec les étudiants qui seront conjugués d'ici à là. Parce qu'il y a un grand forage à haut débit qui serait réalisé à haut débit. Vous-même, vous aurez le temps de constater. Puisque c'est un grand forage qu'on veut faire qui va raccorder pratiquement les grandes résidences. Donc, d'ici à là, histoire de pénurie d'eau. Puisque l'installation de la SONEB ne permet pas de monter l'eau au niveau des derniers niveaux. Donc c'est pour ça qu'on a pris des solutions palliatives pour faire remonter l'eau. Ce forage permettra, on va faire des raccordements pour permettre de pomper jusqu'au dernier étage. La Générale. Retour en studio pour poursuivre cette édition. Je l'annonçais dans les titres, 5 novembre 2024, c'est la date fatidique retenue
pour les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Le scrutin qui opposera Kamala Harris à Donald Trump s'annonce très serré. À quelques jours justement, quelle est l'ambiance sur le terrain? Pour le savoir, nous prenons la direction des États-Unis, bien entendu, pour entrer en contact avec Rodrigue Azinongbe, présent là-bas pour le compte de Radio Fraternité. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, Ulrich Chabalo. Alors, le déroulement de la campagne pour le compte de cette journée, que retient-on? Alors, pour le compte de cette journée, il faut préciser que actuellement, il est 14h15, donc la journée n'est pas terminée. Vous savez, il y a 5 heures de décalage entre les États-Unis et le Bénin. Et actuellement, je me trouve à Washington pour la suite de mon périple pour cette élection présidentielle. Alors, la campagne hier, puisque je vous ai envoyé un élément pour que vous puissiez voir un peu comment cela se déroule. Les deux candidats, que ce soit Kamala Harris pour le Parti démocrate et Donald Trump pour le Parti républicain, sont en train d'essayer de ratisser large parce que au niveau des sondages, ils sont coude à coude. Donc, celui qui arrivera à convaincre le plus d'électeurs pourra remporter ces élections parce que pour l'heure, personne ne peut dire, personne ne peut avoir la main sur le cœur et déclarer que c'est telle personne, tel candidat ou l'autre qui est favori pour remporter cette élection. Toujours est-il que les deux candidats investissent leurs efforts dans les swing states, c'est-à-dire des États indécis. Ce sont des États où les électeurs n'ont pas encore fait leur choix, où ce sont généralement ces États qui décident de celui qui sera président. Lorsque vous gagnez un ou deux de ces États, vous êtes assuré de remporter l'élection présidentielle. Kamala Harris était dans le Pennsylvanie hier, Donald Trump était en Caroline du Nord. Bref, ils essaient de mettre jeter toute leur force dans la bataille pour pouvoir remporter ces États clés qui leur permettront donc de s'assurer le fauteuil présidentiel américain. D'accord, justement, quelle est l'ambiance dans les grandes villes que vous avez visitées, Rodrigue Azinongbe? Écoutez, dans les grandes villes, c'est mi-figue, mi-raisin. On ne sent pas trop un engouement. C'est vrai que le vote par anticipation a commencé dans beaucoup de villes où on a déjà pratiquement un peu plus de 30 millions de votants. Rencontrer les gens lorsque vous leur posez la question, il y en a qui vous disent carrément qu'ils ne sont pas intéressés par cette élection parce que ils ont affaire en quelque sorte à la peste et au choléra. Donc, il faudra faire un choix. Ils ne sont pas prêts à le faire. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas aborder le sujet, mais c'est beaucoup plus dans les zones rurales que vous sentez une ferveur. Toujours est-il que les meetings se tiennent dans les grandes villes aussi. Il y a des salles qui sont, par exemple, à New York. Le week-end dernier, Donald Trump était au Madison Square Garden. Vous avez Kamala Harris aussi qui était donc hier en Pennsylvanie dans une très grande salle, notamment à Philadelphie. Bref, l'ambiance, ça commence par prendre. On sent déjà qu'on est à quelques heures de cette élection fatidique. On essaie quand même de faire un choix. Il y en a qui vont forcément faire le choix. Il y en a qui ne vont pas essayer, qui n'iront pas voter. Ils sont clairs là-dessus. Mais toujours est-il qu'on commence à s'intéresser ou pas, quelle que soit la position, quel que soit le choix que l'on fait, on commence également par prendre une option pour choisir l'un ou l'autre des deux candidats. D'accord. Autour de vous, qu'est-ce que vous avez remarqué en termes des dispositions sécurité en prélude à cette échéance, Rodrigue Azinongbe? Oh, il n'y a rien de particulier en termes de dispositions sécuritaires, à part les bureaux de vote où le vote se fait par anticipation. Par exemple, à Washington où je me trouve, je sais que principalement dans l'État de Virginie, les bureaux de vote par anticipation vont fermer demain vendredi. Donc cela va se fermer. Puis ils pourront voter normalement le mardi. Et généralement, pour ces sites de vote, vous savez, les forces de l'ordre qui sont déployées pour dissuader quelques fauteurs de troubles, et ce ne sont pas des choses auxquelles on assiste très généralement ici, parce qu'on a quand même affaire à une vieille démocratie où on a déjà des valeurs, on a des normes, donc on ne peut pas avoir des fauteurs de troubles pour ce genre de choses. Donc, dispositif, disons, assez discret, mais dispositif efficace pour permettre aux gens de voter normalement par anticipation, et aussi le mardi prochain, de faire son choix de façon assez conséquente. Merci Rodrigue Azinongbe pour tous ces détails. On reste en contact avec vous pour d'autres informations jusqu'à la date précise des élections. Retour en studio, Karine Diegui. On parle sécurité à présent et notamment de l'interpellation de présumés cybercriminels à Parakou ce jeudi matin.
Une opération menée par le commissariat central de la ville a permis l'arrestation de 2 présumés cybercriminels. Ces 2 individus ont été interpellés dans la matinée de ce jeudi 31 octobre 2024 au quartier Al-Barika, situé dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou. Un 3e suspect est également impliqué dans le réseau a pris la fuite, abandonnant sur place sa moto. Les suspects interpellés sont mis à la disposition de l'antenne nord de la DLC pour la suite de la procédure. Merci Karine Diagui, mais pour la suite de ce 19h, on parle sport. Nouvelle sportive dans ce 19h avec vous, Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir Louis. 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Une absence de taille annoncée chez les Guépards. Oui, chez les 2 prochaines journées des éliminatoires qui s'annoncent très cruciales pour le Bénin pourrait se disputer sans un taulier de la défense selon plusieurs sources. Tout indique que Cédric Hontondi, défenseur central et indispensable au niveau de l'axe central, devrait manquer le prochain rassemblement des Guépards blessés à la veille du match contre le Rwanda. Le joueur du SCO d'Angers en Ligue 2 française n'a toujours pas repris la compétition en club. Il pourrait être le grand absent de la liste de Ganotro dans quelques jours. Pour rappel, le Bénin joue le Nigeria lors de la 5e journée et la Libye lors de la 6e. On parle également Liga Jacques Degbé, le match Valence-Real reporté. Initialement prévu samedi, le match de la 12e journée de Liga entre le FC Valence et le Real Madrid a été officiellement reporté ce jeudi. Une décision logique de la part de la Fédération espagnole de football en raison des violentes inondations dans le sud-est du pays avec un bilan d'au moins 95 morts. En restant en Espagne et plus précisément au Real Madrid, où le club veut prolonger Vinicius Junior sous contrat jusqu'en juin 2027. L'ailier brésilien a récemment affiché son désir de disputer l'intégralité de sa carrière sous les couleurs du Real Madrid. Une envie partagée par les merengues. D'après les informations du média Relevo ce jeudi, le club madrilène se trouve en action depuis plusieurs mois afin de prolonger l'international brésilien. Après la superbe saison 2023-2024 de Lorived, la Maison Blanche a entamé des démarches afin de le récompenser, de lui rappeler aussi son rôle majeur dans le projet. De cette manière, le Real souhaite aussi lui montrer qu'il n'est pas relégué au second rang malgré l'arrivée de Kylian Mbappé. Cependant, pour le moment, la situation n'a pas évolué depuis cet été. Vinicius a apprécié quand même cette approche et n'est pas pressé à l'idée de négocier un nouveau bail après la déception du Ballon d'Or 2024. Le Real Madrid va-t-il revenir à la charge pour consoler sa star? C'est une affaire à suivre. Affaire à suivre sur fraternityfm.bj. Restez connectés. On va parler Afrique à présent. Un tour sur le continent avec vous, Karine Diagui. On démarre par le Rwanda. Génocide des Tutsis. Eugène Ramachio, condamné à 27 ans de prison. Le verdict est tombé mercredi à la cour d'assises de Paris. L'ancien médecin rwandais est reconnu coupable, entre autres, de complicité dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a en revanche été acquitté des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité. Espagne, le bilan s'alourdit suite aux inondations catastrophiques. Un deuil national de 3 jours entamé. Un deuil national de 3 jours débute aujourd'hui en Espagne, frappé dans la nuit du mardi à mercredi par les pires inondations depuis les années 1980. Le dernier bilan fait état d'au moins 158 morts et de nombreux disparus dans la région de Valence, principalement la plus touchée. Selon RFI, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, s'est rendu sur place. Il a assuré que tous les moyens seront mis à disposition pour se remettre de cette tragédie. C'est en tout cas d'ores et déjà officiellement une catastrophe nationale. Merci Karine Diagui pour toutes ces informations à l'échelle continentale. On fait place à la revue de presse nationale estampillée Epiphan Chabi.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2024, le gouvernement a marqué son accord pour la signature d'accord cadre pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Le matinal, Matin libre, La Nation Fraternité, Bénin Intelligent et bien d'autres publications en parlent et précisent que l'Agence nationale de protection sociale a été mandatée à cet effet au fin de contracter avec une structure expérimentée ayant fait ses preuves sur le continent. Et selon le Télégramme, dans le cadre de la généralisation de l'assurance maladie universelle, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du fait. C'est alors que des diligences ont été menées afin de retenir une structure expérimentée et qualifiée, fait savoir d'IB Info. Et pour ne pas perdre du temps et en vue de passer au concret, le Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2024 a autorisé la signature d'un contrat pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Selon Matin Libre, la structure sélectionnée à cet effet a fait ses preuves sur le continent et l'assurance maladie offre donc une couverture fonctionnelle complète incluant la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'Agence nationale de protection sociale et du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises. Par ailleurs, ajoute au Bénin Intelligent, la structure avec laquelle la NPS contracte s'engage également pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des sinistres. L'une des clauses de l'accord oblige la structure dans un délai de 6 mois à s'installer et procéder au lancement de ses activités en termes clairs. La phase opérationnelle de cette généralisation va démarrer dans 6 mois et cette approche du gouvernement apporte également une solution aux désagréments notés lors de la prise en charge des pauvres extrêmes, conclut les publications. Toujours en Conseil des ministres, plusieurs publications nous informent que la dynamique en cours au Bénin dans le secteur de l'agriculture n'a pas occulté la filière élevage et ses dérivés. Et au titre des programmes du volet agriculture du programme d'action du gouvernement, est inscrit sur le relatif au développement des filières lait, viande, œufs de table et les résultats attendus spécifiquement de ce projet vont permettre d'accroître la production et l'efficacité des filières volaille, viande bovine, ovine, caprine, porcine et laitière bovine en délivrant des produits de qualité et augmentant le revenu de leurs acteurs, d'améliorer le taux de couverture vaccinale des animaux de production et de renforcer les capacités des services vétérinaires et du maillage du territoire national, révèle le matinal. Toutefois, ajoute Éveil Info, un constat risque d'annihiler les efforts pour atteindre ces objectifs, car il apparaît que les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique et réelle sur la production et constituent une limite au développement de l'élevage. Et l'un des plans de cette déclinaison du PAG est de travailler à lever ces obstacles. L'une des solutions trouvées est d'instaurer la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Les contraintes de cette solution appellent la disponibilité en quantité et en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Et pour adresser ces problèmes, il y a un centre dédié qui a été mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, fait savoir Éveil Info, qui ajoute que ce centre mérite d'être boosté pour générer plus d'impact au profit de ce secteur élevage. Et plus loin, le Challenge Bénin Intelligent, le matinal et bien d'autres journaux nous informent que l'ambassadeur chinois en fin de mission au Bénin salue les avancées constatées dans le pays. Après 7 ans au Bénin, l'ambassadeur chinois Peng Jingtao a fait ses adieux au président Patrice Talon, saluant les avancées du pays à la continuité du partenariat sino-béninois. À sa sortie d'audience avec le président Patrice Talon, le diplomate a souligné les transformations majeures observées depuis 2017, tout en rappelant la contribution chinoise à cette dynamique. Peng Jingtao, selon Bénin Intelligent, a également confirmé que son successeur est déjà désigné, ajoutant que la coopération sino-béninoise va se poursuivre sans nouvelles orientations, conclut le matinal. Et dans les dernières secondes, l'investigateur fait savoir qu'un drame s'est produit ce mardi 30 octobre dans la commune de Kalalé dans le département du Borgou. Et selon les informations relayées par la publication, la victime, un jeune homme âgé de 27 ans environ, aurait mis enceinte une femme précédemment répudiée par son premier mari. Et poussé par la jalousie, ce dernier aurait attaqué son rival avec une machette aux environs de 22 heures, le frappant mortellement dans l'arrondissement de Nigansi. La victime est décédée sur le coup et la femme, qui vit actuellement chez son père, serait enceinte de la victime, et après son acte, le présumé meurtrier a été interpellé et remis aux forces de l'ordre, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi.
C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres avec Karine Diegui. Le budget primitif de la commune de Parakou s'élève à un peu plus de 4,5 milliards de francs CFA. Il a été voté par le conseil municipal au terme de la session budgétaire tenue du 29 au 31 octobre 2024. Vous avez suivi les détails sur la répartition de ce budget avec le secrétaire exécutif de la mairie Hyacinthe Elegbede. Pendant ce temps, la 99.0 MHz, cette fréquence n'appartient plus à la radio privée non commerciale APM de Porto Novo. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a décidé de retirer sa fréquence ce jeudi 31 octobre à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au sein de l'institution. Vous avez eu les précisions dans ce journal. Et puis l'élection présidentielle aux États-Unis s'annonce serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. En attendant le verdict des urnes au soir du 5 novembre, la campagne électorale bat toujours son plein. Nous avons reçu dans cette édition Rodrigue Zinongbe qui est sur place aux États-Unis. Il nous parlait de l'ambiance pour le compte de cette journée. Vous avez suivi bien d'autres informations, notamment les nouvelles sportives, celles en provenance du continent. Et vous avez suivi la revue de presse nationale il y a un petit instant. Geoffroy Toli était aux manipulations techniques. À l'édition, on retrouve Akilas Tako. Présentation, Karine Diegui et moi-même, Ulrich Abalo. Prochain rendez-vous de cette édition. Demain, même fréquence, même heure. Et par anticipation, nous vous souhaitons bon début du mois de novembre. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Fraternité FM. Proche de vous. À Parakou. Dans le septentrion. Fraternité FM. 96.5.